Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 22 mai 2021 pour le 236e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport principalement axé sur l'évolution de la situation militaire mais surtout diplomatique, puisqu'une nouvelle réunion des groupes de contact a eu lieu cette semaine. Et je vais reparler longuement du dossier du MH17, puisque de nouvelles informations sont sorties cette semaine et que donc j'estime que ça mérite une petite mise à jour. Sur le plan militaire, du 15 au 21 mai 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 36 reprises, donc on est en hausse, durant lesquelles elle a tiré 476 munitions, donc là on est à presque le triple de la semaine dernière, dont 131 au but de mortier, 220 et 82 mm, donc là aussi on est à plus que la semaine dernière. Il faut y rajouter les 5 violations du cessez-le-feu et les 57 munitions, dont 25 obus de mortier de 120 mm tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Ces tirs ont tué 5 soldats de la RPD, en ont blessé 7 et ont endommagé 8 habitations ainsi qu'un gazoduc et plusieurs lignes électriques. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 1 mort et 3 blessés. Et puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, eh bien, je vais parler déploiement d'armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue d'en déployer près de la ligne de front en violation des accords de Minsk. Les services de renseignement de la RPD ont détecté cette semaine le déploiement de 35 pièces d'armement lourd. On est à moins que la semaine dernière, mais comme je dis toujours, ce sont des listes à minima, puisque on peut voir par exemple qu'on ne trouve pas dans cette liste les mortiers qui sont utilisés par l'armée ukrainienne pour nous tirer dessus, donc ça veut dire que la liste réelle est bien plus longue. On a dans le détail 4 systèmes d'artillerie tractés dont le calibre et le modèle n'a pas été défini. On a un système de défense antiaérien OSA, 5 systèmes de défense antiaérien Strela 10, 3 systèmes de défense antiaérien Zouchka, un char d'assaut T-64, 6 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 10 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 4 véhicules blindés et un véhicule du génie blindé type IMR-2. Donc ça veut dire qu'ils ont l'intention de refaire des travaux au niveau de leurs tranchées. Je vais y revenir un petit peu après. Bon, bien sûr, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne a brouillé à de nombreuses reprises les signaux des drones de l'OSCE. Je vous montre la carte comme les semaines précédentes. Je pense que cela se passe de commentaires. Voilà, quand vous voyez toutes les petites localités où ça a eu lieu, je pense que c'est assez explicite. Face à l'absence de désescalade, la RPD a tenu à faire un bilan chiffré depuis le début de l'année 2021, en comparant ensuite ces données avec le même nombre de jours fin de l'année 2020. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque depuis le 1er janvier 2021, on en est déjà à plus de 600 violations du cessez-le-feu de la part de l'armée ukrainienne, soit 2,5 fois plus que fin 2020. Le nombre d'armes lourdes a quadruplé, avec plus de 200 utilisations de mortiers et d'artillerie lourde, et la quantité de munitions a plus que triplé. Voilà, donc je pense que quand vous regardez les chiffres, tout est très clair. Voilà, et le bilan humain est à l'avenant, puisqu'en à peine 135 jours depuis le début de l'année, on a quand même en RPD 4 civils tués, 8 blessés, 3 maisons qui ont été totalement détruites, 105 qui ont été endommagées, on a eu aussi 19 infrastructures endommagées, 5 véhicules, et si on regarde le côté militaire, depuis le début de l'année, on en est quand même à 30 soldats de la RPD qui ont été tués et 23 blessés. Voilà, et là, à ces chiffres-là, il faut rajouter ceux de cette semaine. Voilà. Donc, bon, quand on voit ça et qu'on voit que l'Ukraine nous prétend qu'elle respecte le cessez-le-feu et que tout va bien, Madame la Marquise, bon, je pense que faut arrêter un peu d'hypocrisie 5 minutes. Bien. Sur les 8 habitations qui ont été endommagées cette semaine, 4 l'ont été le 20 mai au soir, lorsque l'armée ukrainienne a tiré sur le district de Petrovski, qui est un district en périphérie sud-ouest de Donetsk. Donc l'armée ukrainienne a tiré avec des obus de mortier de 120 mm. Résultat, on a eu donc 4 habitations qui ont été endommagées, mais aussi un gazoduc et 3 lignes électriques. Je vous montre des photos qui ont été prises par la représentation de l'RPD au sein du CCCC, donc je rappelle, qui est le centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Bon, je pense que là aussi les images parlent d'elles-mêmes. Je veux dire, les belles paroles de l'Ukraine, on voit ce que ça vaut.
Donc je vais revenir plus en détail maintenant sur l'évolution de la situation diplomatique, puisque face à cette situation, la RPD insiste pour régler un certain nombre de points, dont le fameux mécanisme de coordination, mais les négociations sont encore et toujours sabotées par l'Ukraine. Je vais commencer d'abord par le sous-groupe en charge des questions politiques. Parce que c'est celui quand même qui est saboté par l'Ukraine depuis 2 mois. Je rappelle donc c'est le groupe de contact au sein duquel l'Ukraine nous a fait un superbe chantage concernant donc la présence de Maya Pirogova, qui était une représentante de la société civile de la RPD. Voilà. Donc pendant plusieurs semaines ils nous ont cassé les pruneaux avec ça. Pour finir en disant si elle est là, nous on vient pas. Bon, pour finir, je rappelle donc l'OSCE, on avait eu un peu ras-le-bol des bêtises et avait dit vous prenez une des solutions qui vous est proposée par la RPD et la RPL en guise de compromis et on arrête le cirque. Bon, l'Ukraine avait accepté, comme vous vous en souvenez, de revenir au format de négociation initiale, c'est-à-dire juste les officiels, et on enlève les représentants de la société civile des 2 côtés. Voilà. Résultat des courses, après cet accord, l'Ukraine a de nouveau saboté la réunion suivante en ramenant un de ses représentants de la société civile en violation du compromis qui avait été trouvé pour régler le problème précédent. Ils avaient même menacé de se barrer si Maya Pirogova se pointait en guise de mesure miroir. Voilà. Bon, ils se sont dit, mais c'est pas mal la méthode du chantage, ça a bien marché, là on a réussi à bloquer les négociations pendant 2 mois. Allez, on va recommencer. Mais cette fois, ils ont décidé de l'étendre à la totalité de la délégation de l'RPD et de l'RPL. Véridique. Le 18 mai, le 18 mai, premier jour de reprise des négociations, le représentant ukrainien au sein du groupe de contact, Alexandre Mereshko, a déclaré que non, il n'y aura pas de réunion tant que les délégations de l'RPD et de l'RPL ne se retirent pas ou qu'elles ne rejoignent la délégation de la Fédération de Russie. Bon, déjà, tenter d'exclure la RPD et la RPL des négociations, c'est totalement inacceptable, puisque je rappelle quand même que les accords de Minsk, encore une fois, précisent bien que l'Ukraine doit négocier avec les représentants des 2 républiques populaires. Bon, déjà, c'est... voilà. Mais alors, le must, c'était la deuxième option, de dire, sinon, vous rejoignez la délégation de la Fédération de Russie. J'ai l'impression que Mereshko, il a lancé ça un petit peu comme ça lui est passé par la tête. Sauf qu'il a oublié son cerveau à la maison avant de venir à la réunion. Parce que en exigeant ça, je crois qu'il n'a pas bien pigé que l'Ukraine en viendrait à reconnaître que la RPD et la RPL sont des parties intégrantes de la Fédération de Russie. Et que donc, sachant que les frontières des 2 républiques ne sont pas la ligne de front actuelle, mais les frontières des anciennes régions de Donetsk et de Lugansk, ça voudrait dire que l'armée ukrainienne occupe un morceau de territoire russe. Le représentant de la RPL a lancé une petite... une petite pichenette pour leur dire, les gars, je crois que vous n'avez pas bien réfléchi là aux conséquences de ce que vous avez sorti. Mereshko a pas pigé. Par contre, Reznikov, le vice-premier ministre ukrainien, là, lui, il a senti que ça sentait un peu le pâté, voilà. Et donc, il a fait un rétropédalage dès le lendemain, assez pathétique d'ailleurs, le rétropédalage, en mode, non, il a pas dit ce que vous avez entendu, ou alors vous avez mal compris. Voilà, bon ça c'est la technique bidon, je veux dire, bon. Mais pour autant la réunion n'a pas pu avoir lieu, parce que après ce rétro-pédalage complètement pitoyable, le coordinateur de l'OSCE a demandé, ça y est, on peut se mettre au travail, on peut passer au travail normal du groupe de contact. RPD, RPL, Russie ont dit oui, l'Ukraine n'a pas répondu. On peut se poser la question de pourquoi l'Ukraine sabote particulièrement les réunions de ce groupe de contact. Parce que c'est à ce groupe de travail que Kiev doit fournir depuis 8 mois, plus de 8 mois même maintenant, une réponse à la proposition de feuille de route qui a été faite par la RPD et la RPL. Et vu qu'elle n'a aucune excuse sérieuse pour continuer à éluder ses obligations, parce que 8 mois ça commence à faire un peu long, l'Ukraine a décidé d'empêcher purement et simplement la tenue des réunions pour que son inaction manifeste ne soit pas rendue publique. Voilà.
parce qu'ils veulent pas le faire valider par le groupe de contact, l'Ukraine veut faire valider ça par le format Normandie, je vais expliquer pourquoi après. Hein, voilà, puis bon, quand on voit le contenu des propositions que Kiev envoie au format Normandie en matière de feuille de route, on comprend pourquoi ils ne le soumettent pas au groupe de contact trilatéral, je vais y revenir en détail. Donc c'est Commerçante qui a publié ça, c'est la deuxième fois qu'ils sortent comme ça des infos des négociations au sein du format Normandie. Sans surprise, comme la précédente proposition, celle-ci viole les accords de Minsk en long, en large et en travers. Hein, bon, alors là, on retrouve enfin mis par écrit, ce qu'on a déjà entendu 1000 fois dans les déclarations d'officiels ukrainiens, à savoir que l'Ukraine veut récupérer le contrôle de la frontière avant les élections. Je rappelle, les accords de Minsk sont très clairs sur ce point, c'est le dernier point, c'est le point qui sera mis en œuvre une fois que tout le reste, y compris les élections, aura eu lieu. Voilà, pas avant. Et la raison de cet ordre précis, c'est d'empêcher l'Ukraine de faire une épuration ethnique dans le Donbass. Hein, voilà, non, ça a été réfléchi quand même avant d'être pondu les accords de Minsk. Dans ce projet de feuille de route, l'Ukraine refuse aussi de négocier la réforme constitutionnelle avec les représentants de la RPD et de l'RPL. Ça aussi, c'est une violation des accords de Minsk. Il viole aussi un des points qui doit être inclus dans la fameuse loi sur l'autonomie locale. Puisque normalement, donc, les RPD et les RPL doivent pouvoir en fait garder leur milice populaire pour assurer leur sécurité. Et là, l'Ukraine veut leur imposer la garde nationale. Oui, la garde nationale pour imposer l'ordre avant les élections. Oui, la garde nationale, le ramassis de bataillons néo-nazis ukrainiens. Oui, ceux qui rêvent depuis 7 ans de faire dans le Donbass ce qu'ils ont fait à Odessa le 2 mai 2014. Mais oui, bien sûr. Voilà, puis bien sûr, elle exige dedans que cette feuille de route soit validée par le format Normandie et non par le groupe de contact trilatéral. Le but, en fait, c'est de faire croire que la guerre du Donbass est un conflit russo-ukrainien et pas un conflit interne, une guerre civile. Je vous épargne le suspense. Ni la Russie, ni l'RPD, ni l'RPL ne vont accepter ce torchon. Donc, faut s'attendre à ce que l'Ukraine continue son sabotage des réunions de négociation ad vitam, vu que l'OSCE a pas l'air d'être parti pour se bouger un peu plus les fesses que ça, pour arrêter le cirque. C'est d'ailleurs un reproche que leur a fait Gryzlov, le représentant russe, qui a dit que l'OSCE se faisait remarquer par son inaction. Je trouve aussi, mais c'est pas les seuls. La France et l'Allemagne aussi. Ça va quand même peut-être bien un moment que vous leur disiez d'arrêter le char, parce que bon, c'est lassant. Voilà. Et puis je vais parler du sous-groupe en charge des questions de sécurité, puisque c'est celui où on doit discuter du mécanisme de coordination. Sauf que après avoir fait des textes complètement vagues et puis éluder la question, etc. Là on continue, puisque au lieu de discuter de ce point très important, qui doit permettre au cessez-le-feu d'être mieux respecté, l'Ukraine nous a fait une nouvelle digression magistrale, exigeant de parler du plan de déminage et des garanties de sécurité qui doivent permettre des réparations d'infrastructures vitales près de la ligne de front. Sauf que si on met en place le mécanisme de coordination et que donc le cessez-le-feu est 100% respecté, il n'y a plus besoin de garantie de sécurité, puisque s'il n'y a plus de tirs, les équipes de réparation peuvent travailler tranquillement. Voilà. C'est d'ailleurs ce que la RPD a gentiment rappelé à l'Ukraine. Alors la délégation ukrainienne s'est alors lancée dans un véritable chantage. C'est immonde. Parce que la RPL a absolument besoin de faire des réparations importantes, entre autres sur une importante canalisation d'eau qui alimente la République. L'Ukraine traîne. Il y a déjà 30 demandes côté RPL de garantie de sécurité pour mener des réparations sur des infrastructures électriques ou concernant l'eau, l'approvisionnement en eau, il n'y a pas de réponse. Voilà, depuis février 2021, il y a 30 demandes qui sont en attente dans la nature. Et donc là, l'Ukraine a dit on vous donnera une réponse positive. Si vous faites des gestes de bonne volonté, alors l'RPL, vous nous fournissez un plan de déminage. Tu vois pas ce que ça vient faire dans le truc. Et à l'RPL, vous répondez positivement à notre demande de garantie de sécurité pour réparer une station de distribution de gaz à Marinka. Donc, la République lui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas un marchandage. Enfin, je veux dire...
voilà, je dirais, dans l'ensemble, la RPD, elle a dit, on vous répond généralement positivement, mais pour cette demande-là, on vous a déjà répondu en février 2021, avec des conditions en fait relativement strictes. Parce qu'en fait, sous couvert de travaux de réparation de cette fameuse station de gaz, l'armée ukrainienne en avait déjà profité une fois pour creuser de nouvelles tranchées, en violation des accords signés. Donc cette fois, la RPD avait demandé entre autres la destruction des positions qui avaient été creusées en violation, l'arrêt complet des tirs côté ukrainiens et la surveillance visuelle des travaux par les observateurs de la RPD au sein du CCCC pour s'assurer justement qu'il n'y aurait pas de nouveaux creusements de positions sous couvert de réparation. Reznikov a dit la seule réponse qu'on attend, c'est une réponse positive. Tout le reste, c'est en gros des digressions philosophiques. Mais putain, il m'a main dans ta gueule, quoi. Non, mais sérieusement. À un moment, faut arrêter. La RPL, de son côté, a rappelé qu'elle a toujours positivement répondu aux demandes de garantie de sécurité demandées par Kiev, justement en geste de bonne volonté pour faire avancer le public. Alors que, comme je le disais, là, ils en sont quand même à 30 demandes qui sont dans la nature. Personne n'y répond. C'est un chantage absolument sordide de la part de l'Ukraine. On parle quand même d'approvisionnement en eau et en électricité. Ce sont des infrastructures vitales. J'ai pas de mots. Bon, bien sûr, quand elle finira enfin par donner ses garanties de sécurité, l'Ukraine va médiatiser ça, comme un geste de bonne volonté de sa part et comme preuve qu'elle cherche à résoudre pacifiquement le conflit, alors que cet accord aurait été l'objet d'un chantage absolument immonde. Je veux dire, là, quand même, à un moment, il faut débunker le truc. Moi, je soutiens la position de la Russie, de l'RPD et de l'RPL. Rendez ces réunions publiques. D'accord ? Vous faites comme le tribunal, justement, du MH17, dont je vais parler maintenant en détail. Live stream vidéo, et après, les vidéos sont publiées sur YouTube ou ce que vous voulez. Et comme ça, on peut tous les regarder, et on peut voir qui dit quoi. Fini le secret des négociations. Ça suffit. Parce que ça permet à l'Ukraine tous les petits coups de com' merdiques et les méthodes absolument immondes. Ça, si les réunions sont publiques, c'est terminé. Moi, en tout cas, je soutiens cette position-là. Et donc, comme je le disais, je vais revenir plus en détail concernant le MH17, puisqu'il y a eu une nouvelle audience qui a eu lieu cette semaine, et il y a eu une cour de Saint-Pétersbourg qui a rendu un verdict concernant les accusations de Bellingcat contre Igor Bezler, un ancien commandant de l'RPD que le pseudo-groupe d'investigation, oui, parce que Bellingcat, c'est pas un vrai groupe d'enquête, c'est une officine de la CIA et du MI6, je veux dire, ça a été prouvé, j'ai publié des articles qui montrent les liens de Bellingcat, entre autres, avec le Foreign Office, donc le ministère des Affaires étrangères britannique, et puis avec la NED, la NED, je pense que j'ai plus besoin de présenter ce que c'est. Donc, voilà, c'est pas un truc d'enquête, c'est juste une officine qui est chargée de, on va dire, faire passer dans le public des informations qui sont fournies par des services secrets occidentaux, principalement britanniques et américains. Et donc, ils avaient accusé, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient accusé Igor Bezler d'être impliqué dans le crash du MH17 sur base des fameuses écoutes téléphoniques qui avaient été publiées par le SBU, et entre autres une qui était appelée entre guillemets Birdie is coming towards you, un oiseau entre guillemets qui vient vers toi, donc un oiseau pour dire un avion militaire. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi, l'année dernière, j'ai publié un article sur la publication par Anatoly Chari de la version complète de cet enregistrement qui concerne Bezler. Enregistrement complet qui montrait que Bezler parlait pas du tout du MH17 mais d'un Sukhoi, de une, et de deux, ça prouvait que le SBU avait trafiqué la bande puisqu'ils avaient coupé tous les morceaux de la conversation où il apparaissait clairement qu'on parlait d'un Sukhoi, c'est-à-dire d'un avion militaire, et pas du tout du Boeing de la Malaysian Airlines. Suite à cette publication, au lieu de faire ce que normalement tout vrai journaliste devrait faire, c'est-à-dire, tu fais une rétractation, tu fais un démenti, tu t'excuses, tu retires les papiers incriminés. Donc il y avait un article et un rapport au format PDF qui était la version PDF de l'article. Non, Bellingcat, ils sont enferrés dans leur connerie.
Ils ont essayé de sauver les meubles en prétendant que les hommes de Besler avaient confondu le MH17, donc je rappelle un Boeing 777. Hein, je vous montre la taille du bousin. Voilà, ils avaient confondu ça avec un Sukhoi 25. Je vous montre maintenant la photo. Bon, je sais bien que Bellingcat, il prend les gens pour des cons, mais là quand même il y a des limites. Donc j'ai essayé de dire ouais mais ils sont plantés, machin, donc ça colle quand même. Oui, bien sûr. Ils ont aussi essayé de faire croire que le SBU, non, n'avait pas trafiqué l'enregistrement, ni la date supposée de la conversation. Enfin bon, je veux dire là, face à l'évidence, tu sais, enfin, je veux dire, quand tu leur mets un truc vert devant le nez puis qu'ils disent non, c'est jaune à pois violet, bon, à un moment, faut arrêter. Ils avaient même sorti un nouvel article, je crois 3 mois plus tard, pour essayer de recoller les morceaux de leur théorie fumeuse qui avait explosé en plein vol avec la publication de l'enregistrement complet. Et puis le fait que Besler n'était pas poursuivi par le tribunal chargé de juger l'affaire du MH17, ça montre que même les procureurs néerlandais étaient quand même conscients que cet enregistrement téléphonique était foireux. Hein, voilà. Et bon, sans surprise, tous les médias occidentaux avaient fermé leur gueule sur le camouflet qu'avait reçu Bellingcat lorsque cet enregistrement complet était sorti. Et comme je le disais, au lieu de faire ce que tout vrai journaliste doit faire, c'est-à-dire, dans ce cas-là, tu rétractes le truc, tu enlèves l'article, et puis tu publies un truc où tu t'excuses, eh ben non, l'honnêteté journalistique n'a pas l'air de faire partie des qualités de l'équipe de Bellingcat, ils ont tout laissé en ligne comme si de rien n'était. Et ils ont commis là une énorme erreur. En faisant ça et en s'enferrant dans leurs mensonges, ils ont offert à Besler le bâton pour se faire battre. Fin septembre 2020, donc quand il a vu qu'il retirait rien du tout, Igor Besler a porté plainte contre Bellingcat, Elliot Higgins et Peter von Huys, le journaliste qui a écrit l'article et le rapport PDF problématique. Oui, le même Peter von Huys, le nom doit vous dire quelque chose pour ceux qui ont suivi les différents sites web l'année dernière. C'est celui dont le nom était sorti dans des articles concernant les méthodes assez douteuses de Bellingcat, où il prétendait qu'il avait rien à voir avec tout ça. Mais c'est quand même bizarre, on trouve toujours les mêmes noms, c'est très étrange. Voilà, donc Besler les a poursuivis pour information fausse et diffamation qui avait porté atteinte à son honneur, à sa réputation et à sa dignité. Il contestait 20 points contenus dans l'article et le rapport et demandait 500 000 roubles de dommages et intérêts. Bon, en euros, ça fait pas grand-chose. Bon, après plusieurs mois d'audience reportée, finalement, le verdict est enfin tombé. La cour de Kabriski à Saint-Pétersbourg a jugé qu'effectivement, plusieurs des informations publié dans l'article et le rapport de Bellingcat sur l'implication de Besler dans le crash du MH17, c'était de la diffamation et qu'elle portait atteinte à l'honneur et à la dignité de cet ancien commandant de la RPD. Et donc, la Cour a condamné Bellingcat à publier un démenti, ce qu'elle aurait dû faire d'elle-même, comme je le dis, il y a déjà un petit moment, et a versé 340 000 roubles de dommages et intérêts à Besler, donc ils ont diminué un petit peu la somme. Donc, Bellingcat, l'entreprise, doit payer 150 000 roubles. Il y a aussi le fonds Bellingcat, doit aussi lui payer 150 000 roubles, et Peter van Huys, le journaliste auteur de l'article, doit payer 40 000 roubles. Bon, Bellingcat a décidé de faire appel, bien entendu, il conteste, mais moi je vous dis, ils n'ont pas fini de payer des frais d'avocat, parce que Besler compte bien les poursuivre ensuite en Europe, et il n'est pas le seul. Je vous le dis, j'ai des informations, entre autres, je sais que Max van der Werf, celui que je considère quand même comme étant le meilleur expert sur le dossier du MH17, qui a enquêté des milliers d'heures dessus, qui a été accusé, alors pas par Bellingcat directement, Bellingcat, comme d'habitude dans leur article, a utilisé le highly likely et le perhaps et le maybe, donc le peut-être, hautement probable, tu vois, avec beaucoup de conditionnels, où ils ont essayé de faire des liens complètement fumeux entre Max et le GRU, les services secrets militaires russes, qui est du délire. Mais quelqu'un a pris un peu moins de précautions. C'est un des, comment on peut appeler ça, des partenaires de Bellingcat en Russie, un des journalistes de The Insider, dont le nom est imprononçable, qui lui a carrément accusé Max d'être payé par le GRU. Donc c'est de la diffamation, donc Max a pris, comme le gars est en Russie, Max a pris une avocate en Russie et donc a lancé une plainte pour diffamation contre ce journaliste qui est affilié à Bellingcat. Et il n'est pas le seul, donc les informations que j'ai, je
pour l'instant je ne peux pas révéler les noms, mais il y a tout un paquet d'autres personnes qui ont décidé de poursuivre Bellingcat en justice, parce que là ils se sont dit que bon, trop c'est trop quoi. Parce que ça va bien d'accuser la moitié de la planète d'être des agents du Guérou dès que ce qu'ils disent vous convienne pas, mais à un moment, ça va trop loin, quoi. Hein. Donc là, il est temps qu'ils se fassent un petit peu rattraper par la réalité. Hein. Et puis toujours sur le dossier du MH17, donc le procès se poursuit, comme je le disais, on en apprend des vertes et des pas mûres. On avait découvert mi-avril, après la publication par un journal néerlandais, de données venant de milliers d'écoutes téléphoniques du SBU qui avaient fuité, qu'en fait les journalistes avaient eu accès à plus d'informations que les avocats de la défense. Là, ça devient choquant, quand même. Donc là, les avocats de Poulatov ont exigé d'avoir accès à la totalité des enregistrements téléphoniques fournis par le SBU à l'équipe d'enquête, parce que c'était pas le cas avant. Le procureur avait avancé l'argument bidon de la sécurité de certains témoins et du bon déroulement de l'enquête pour refuser. Alors, excusez-moi, si l'enquête n'est pas terminée, le tribunal n'a pas à commencer son travail. D'accord ? Là-dessus, je rejoins parfaitement ce qu'un expert dont j'ai traduit l'interview a dit. Le tribunal doit commencer son travail une fois que l'enquête est terminée, totalement. Voilà. Une fois qu'on a la conclusion claire définitive de qui, quoi, comment. Voilà. Avant ça, non. Donc l'argument du le bon déroulement de l'enquête n'a plus à être poursuivie. Elle devrait être terminée. Donc, vous vous rendez compte, on a lancé un tribunal international, qui se veut en tout cas international, dans cette affaire, alors que l'enquête n'est pas terminée. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ça, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Mais bon, là maintenant, ils vont plus pouvoir refuser, puisque de toute façon, les journalistes ont eu accès aux informations. Donc, l'histoire de protection des témoins et de l'enquête, hein, bon. Chose d'ailleurs assez comique, les journalistes en question, en néerlandais, ont pondu leurs papiers sur base de ces bandes audio sans même les faire expertiser techniquement pour vérifier qu'elles sont authentiques, que c'est pas des fakes. Bravo les journalistes néerlandais. Ça c'est de la déontologie journalistique. Alors ils ont dressé une reconstitution de ce qui s'est passé sur base de ce qui est dans ces bandes, sans même d'abord vérifier qu'elles n'ont pas été falsifiées, que c'est pas des fakes. Aucune expertise technique n'a été menée. D'ailleurs, la Cour refuse qu'une expertise des enregistrements audio ait lieu. On se demande pourquoi. Hein. Vous avez peut-être peur que des gens comme Akash Rosen découvrent encore des horreurs en termes de falsification, comme dans les premières bandes du SBU qu'il a analysées. Hein ? Ouais. Les avocats ont insisté. Ils ont refait une demande en disant non, mais nous, on veut pouvoir faire expertiser ces bandes audio. Je veux dire, c'est la base. Attends, s'ils refusent qu'il y ait une expertise, ça veut dire que comment ils ont authentifié que les bandes n'ont pas été falsifiées ? Comment ils ont vérifié qu'elles n'ont pas été falsifiées, qu'elles sont authentiques ? Ça veut dire que vous avez pris les bandes en vous basant sur la bonne foi du SBU ? C'est une blague ? C'est une blague ? Non, mais je vous dis, ce tribunal, c'est une parodie de justice. Les procès staliniens, c'est du haut standard de justice en comparaison. Je veux dire, là on plane. Entre ça et les témoins anonymes, et j'en passe et les meilleurs. Les avocats ont découvert aussi que l'accusation avait caché plusieurs rapports, dont certains d'Almazantey, le fameux fabricant des boucs, et des morceaux de missiles trouvés dans la région, des morceaux d'autres missiles qui pourraient potentiellement être utiles à la défense. Alors ça, c'est une violation totale des droits de la défense, je rappelle. Normalement, il est interdit pour l'une des parties de cacher à l'autre des éléments qui peuvent lui être utiles. Voilà, il y a une obligation, on va dire, de bataille à armes égales. Voilà, donc là, c'est hallucinant. Donc ils ont exigé avoir accès à tout ça, parce que qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? C'est une parodie de justice, je vous dis. La défense et leurs experts ont enfin obtenu le droit d'inspecter la reconstruction du cockpit du MH17 pour y examiner les dommages, y compris avec un scanner spécial. Par contre, interdiction de faire ouvrir les 18 conteneurs toujours fermés qui contiennent des pièces de l'avion qui n'ont jamais été installées sur le modèle de reconstruction. Ça aussi, c'est du délire. Dans n'importe quel crash d'avion, on te le dit, n'importe quel expert en sécurité aéronautique te le dira,
on commence par faire la reconstruction la plus complète possible de l'avion, pour être sûr de rien louper. Or là, ils ont juste fait un morceau du cockpit et ils s'en sont contentés. Voilà. Toutes les autres pièces, elles sont dans des containers fermés, et personne n'a droit d'y accéder, pas même la défense. Voilà. Non mais là, vous vous rendez compte quand même que ça va très très loin au niveau maquillage quand même. Donc, comme j'ai dit, les avocats insistent là pour faire expertiser les enregistrements téléphoniques. Ils veulent aussi réinterroger l'expert d'Almazantey sur la façon dont ils ont calculé la trajectoire pour en parvenir à la conclusion que si c'est un bouc, qu'il aurait été tiré depuis Zaroshenskoye et pas Pervomaïskié. Et ils ont demandé à avoir accès à toutes les informations obtenues lors de l'enquête, vu qu'ils n'y ont toujours pas accès, et que le fichier qu'on leur file, il n'y a même pas de sommaire, enfin bon, tout va bien, c'est du délire, c'est vraiment... Là, en plein total, hein. Je vous dis, là j'ai traduit l'interview d'un spécialiste donc, de la sécurité aérienne qui confirme que déjà l'enquête n'aurait pas dû être laissée aux Néerlandais, hein. Elle aurait dû être confiée à l'ICAO. C'est ce que je dis depuis un bon moment, ça aurait dû être confié à un organisme international neutre. Il y a des précédents d'avions qui ont été abattus, entre autres à l'époque de l'URSS. Il y a eu un Boeing sud-coréen qui avait été abattu, il le cite en exemple. Il a dit, voilà, c'est l'ICAO qui a dirigé l'enquête, et c'est ce qui a permis d'arriver à réconcilier les positions extrêmement tranchées, tant de l'URSS que des États-Unis, que des experts américains, et d'arriver enfin à aboutir à quelque chose. Donc je veux dire, il y a des précédents. Les histoires de certains trolls qui me sortent, oui, mais l'annexe 13 de la Convention de Chicago, l'annexe 13, c'est pour des accidents. D'accord ? Le MH17, c'est pas une défaillance d'une pièce, c'est pas une erreur de pilotage, il s'est pas pris la foudre, il s'est pas pris une météorite dans la gueule, d'accord ? Donc il a été abattu, d'accord ? Quelqu'un a tiré sur l'avion. Ce n'est pas un accident. À partir de là, déjà, tu peux pas le traiter comme un accident. Voilà, donc l'annexe 13, elle s'applique pas dans ce cas-là. Pas du tout. Donc c'est l'ICAO qui aurait dû mener l'enquête, ça c'est clair. L'expert en question confirme ce que je dis depuis un bon moment aussi, à savoir que l'Ukraine est responsable de la sécurité de son espace aérien. Ça fait partie de la Convention de Chicago. Chaque pays est responsable de la sécurité dans son espace aérien. En cas d'exercice militaire ou de conflit, le pays concerné se doit de prendre les mesures pour assurer la sécurité des avions civils, à savoir la fermeture de l'espace, de tout ou partie de son espace aérien. D'accord ? Ce que l'Ukraine n'a pas fait. Donc déjà, rien que pour ça, l'Ukraine est responsable. Et rien que pour ça, le refus des Pays-Bas de poursuivre l'Ukraine pour sa responsabilité dans le fait de ne pas avoir fermé son espace aérien, c'est déjà très révélateur. Voilà. C'est, au vu du nombre d'avions et d'hélicoptères militaires qui avaient été abattus dans le Donbass depuis le début du conflit, au moment du crash du MH17, il y avait toutes les justifications nécessaires pour fermer l'espace aérien. D'accord ? L'Ukraine ne l'a pas fait, très certainement, pour des histoires de pognon. Parce que quand vous avez des avions qui transitent dans votre espace aérien, les compagnies aériennes vous payent une sorte de taxe. Voilà. Donc vous touchez du pognon. Donc si tu fermes tout l'espace aérien du Donbass, forcément les avions se seraient détournés un peu plus à l'est vers la Russie, vers la région de Voronezh et de Rostov. Et donc c'est la Russie qui aurait bénéficié des taxes que l'Ukraine percevait lorsque les avions survolaient le Donbass. Voilà. Donc ça en dit long. Donc non, voilà la situation. Le MH17, je pense qu'on va y revenir. J'ai donné récemment une interview à ce sujet. Je pense que ça va revenir sur la table. Mais il faut vraiment qu'on trouve ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et moi, les journalistes néerlandais qui, pour faire du sans-sas, ont sorti ces histoires venues des bandes. Alors c'est très rigolo d'ailleurs, parce que sur les bandes audio en question, ce qui retrace, c'est qu'en fait, si on prend au pied de la lettre tout ce que les commandants, les différents commandants de la RPD se racontent les uns aux autres. Bon, déjà, je rappelle, les mecs savaient qu'ils étaient écoutés, donc bon, ça vaut que dalle, mais bon, c'est pas grave. Donc si on prend comme prérequis, voilà, que tout ce qu'ils racontaient était vrai, ce qu'ils disent dedans, c'est qu'en fait, il y a un Sukhoi qui a abattu le MH17,
et que la milice populaire aurait abattu le Sukhoi en question avec un bouc. Déjà, moi je vous dis, la preuve de la présence d'un bouc ici, jusqu'ici j'en ai trouvé aucune trace. Hein. Je vous dis sincèrement, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Donc déjà, moi je doute très fortement de l'authenticité des bandes. Soit ça a été trafiqué, soit même carrément créé de toutes pièces. Hein. Je rappelle, il y a des logiciels aujourd'hui qui, avec un échantillonnage de votre voix, sont capables de vous fournir une bande audio de vous en train de tenir des propos que vous n'avez jamais tenus. Hein. Bon, pareil pour la vidéo, le deepfake, vous ferez une recherche sur le deepfake, vous verrez ce que ça permet de faire, c'est impressionnant. Donc pour moi, ça ne vaut rien, ces écoutes téléphoniques. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que les journalistes néerlandais, donc on reconstitué tout le truc, et on dit, oui, mais en fait, les mecs, ils ont inventé cette histoire de Sukhoi pour cacher le fait qu'en fait, ils auraient abattu le MH17. Donc à un moment, il faudrait savoir, les mecs. Soit les propos qui sont tenus dans les bandes sont considérés comme fiables, n'est-ce pas? Comme honnêtes, en considérant que les mecs disent la vérité. Soit vous considérez qu'ils mentent. Mais s'ils mentent, alors vous prenez tout et vous le jetez à la poubelle. Mais c'est pas vous décidez qu'ils disent la vérité la plupart du temps, sauf le petit morceau où on parle d'un Sukhoi qui aurait abattu le Boeing et que nous on aurait abattu le Sukhoi, parce que là ça vous convient pas et là d'un seul coup les mecs se mettraient à mentir. Non, parce que là, ça s'appelle faire du cherry picking. Hein. C'est vous prenez ce qui vous arrange et vous jetez le reste. Non, non, non. Soit vous considérez que ce que les mecs racontent dans ces conversations téléphoniques est honnête, est fiable, et vous le prenez au pied de la lettre, et dans ce cas-là, bon, bah, c'est l'armée ukrainienne qui a abattu le MH17, fin de l'histoire. Soit vous considérez que les mecs mentent, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'ils peuvent mentir potentiellement à n'importe quel moment dans les discussions. Et donc ce qu'ils racontent ne vaut rien. Mais c'est pas à la fois l'un et l'autre. C'est pas possible. À un moment, faut vous décider. Donc c'est là qu'on voit que les mecs, ils ont vraiment un parti pris. C'est de la propagande. Parce que s'ils avaient été honnêtes, ces journalistes auraient dit, bah écoutez, si on se base sur ces trucs et qu'on considère qu'elles sont fiables, bah alors c'est que c'est l'Ukraine qui a abattu le MH17. Mais pas... Ah mais en fait les mecs ils essaient de se dédouaner, tu vois, ils mentent à son supérieur en disant que en fait c'est le Sukhoi qui aurait abattu le truc, enfin... Non, non, non. Vous essayez de retomber sur vos pattes et ça devient de plus en plus pitoyable. Mais bon, je pense qu'on n'a pas fini de retrouver des drôles de surprises. Les avocats de Poulatov font un assez bon travail au vu des conditions dans lesquelles on les oblige à travailler, parce qu'il faut quand même dire ce qui est. Au vu du droit néerlandais, avec les témoins anonymes, etc., ils n'ont pas la tâche facile, je vous le dis. Mais je pense qu'ils vont nous faire découvrir encore des trucs. Hein. Je pense qu'on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini et enfin, franchement, je pense qu'on va avoir encore des trucs assez incroyables. Donc, situation à suivre, quoi. Nous, de notre côté, ben, comme on le voit, toujours pas de désescalade. Et puis, ben, sur le plan diplomatique, je vois aucune avancée qui permettrait de se rassurer. Donc, je pense que ben, on va continuer à subir des tirs, à avoir des victimes civiles, des destructions, des victimes militaires aussi, parce qu'on en a pas mal quand même hein, depuis le début de l'année. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon, et puis pour l'instant aucune trace de la future réunion Poutine-Zelensky, puisque Zelensky continue d'insister pour discuter la situation dans le Donbass avec Vladimir Poutine, qui lui a déjà dit bah, si tu veux discuter de la situation dans le Donbass, tu veux discuter avec Pouchkine et Pasechnik. Voilà, donc bon, ça paraît lui rentrer dans la tête, hein, à l'autre Toto. Les persécutions contre Medvedchuk se poursuivent. Medvedchuk, d'ailleurs, ça devient comique, parce qu'en fait, une des sociétés de Medvedchuk s'occupait entre autres de tout ce qui est approvisionnement de l'Ukraine en diesel. Sauf que quand ils l'ont dépossédé de sa société, hein, quand ils ont saisi ses biens, les contrats qui étaient passés sont plus valables. Ben oui, nouveaux propriétaires, il faut conclure de nouveaux contrats. Et il y en a pour des mois avant d'y arriver. Hein. Donc là, ils ont une pénurie. Là, ils ont une grosse pénurie, là. C'était... Ouais, c'est... c'est un peu con, hein. Non, mais les mecs, ils n'ont pas réfléchi plus de 2 secondes et demie aux conséquences de ce qu'ils font. C'est extraordinaire.
En tout cas, Medvedchuk a beaucoup de courage hein, de rester en Ukraine et de ne pas partir comme l'avait fait Yanukovych. Faut quand même lui reconnaître ça, mais ouais, ça c'est, je pense qu'il sera que le suivant. Hein. Je veux dire, c'était d'abord Kolomoïski, maintenant Medvedchuk, et je pense que les autres oligarques vont y passer aussi, comme je l'ai dit. Donc l'Ukraine continue sa descente aux enfers, hein, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont choisi ce chemin-là, on leur a dit que c'était mauvais, ils continuent, bah écoute, hein, il y a un moment où ça va se payer, quoi. Voilà la situation, donc bon, situation à suivre, d'assez près, mais pas trop. Je pense que pour l'instant, ça devrait rester assez calme, hein, vu que bon, pénurie de diesel veut dire que tout ce qui est tank côté ukrainien va avoir un petit peu de mal à se bouger, hein, voilà. Ça va être un peu compliqué. Donc voilà, situation à suivre. Je pense qu'ils vont quand même continuer à bombarder les zones résidentielles, malheureusement, comme ils le font maintenant régulièrement. Mais je pense qu'on va continuer vers le statu quo qu'on a actuellement. Je vois rien qui pourrait mener à un changement de la situation, sauf peut-être la rencontre entre Biden et Poutine. Peut-être là, Poutine pourrait arriver à obtenir quelque chose qui pourrait faire changer la situation, mais sinon je vois rien, quoi. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.